m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures. Le consentement, voilà un mot bien à la mode, bien trop à mon avis et surtout mal compris par bon nombre de gens. Je me souviens avoir écrit dans un ouvrage il y a quelques années qu'il me semblait normal de parler de consentement lors du mariage, puisque en effet il y a un contrat. Mais parler de consentement dans des relations qui a priori devraient être des relations de séduction, ça me semble particulièrement sclérosant. Avec mon invitée Sabine Procoris, qui est tout à fait de cet avis d'ailleurs je crois, elle va dans un instant nous donner ses arguments et puis je vous invite à nous rejoindre pour vous donner votre avis également, parce qu'après tout il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord et qui considèrent que le consentement ça permet des rapports plus équilibrés entre les hommes et les femmes. En tout cas la séduction, je crois qu'on est tous d'accord, ce serait bien qu'elle puisse continuer et qu'elle existe dans nos relations humaines, sinon on risque bien de la perdre justement, cette humanité, parce que dans les relations humaines, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais tout oui ou tout non. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va commencer avec Sabine Procoris. En tout cas, je vous invite à réagir en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Sabine Procoris. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes à la fois psychanalyste, mais vous êtes également philosophe. Vous avez beaucoup travaillé par rapport à MeToo, notamment en écrivant ce livre, Le Mirage MeToo, qui était aux éditions du Cherche Midi. Vous avez écrit également un joli livre, un petit livre aux éditions Intervalle, Les habits neufs du féminisme, où vous revenez sur cette vaste question. Alors, je viens juste de dire que le consentement, moi, ce qui me gênait, c'est que c'est un peu tout oui ou tout non. Vous êtes d'accord avec ça, je suppose? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de consentement, on renvoie à un registre qui est celui de la volonté. Mais ce n'est pas la même chose que le registre du désir. Le désir, c'est un registre beaucoup plus ambigu et qui naît évidemment au plus profond de soi-même, mais on n'est pas l'auteur de son désir. Il vous vient, le désir, il est inspiré par ceci, cela, et vous en êtes le sujet, c'est-à-dire vous l'assumez ou vous ne l'assumez pas, mais vous n'en êtes pas l'auteur du désir. Donc le désir, et puis le désir peut être ambigu, ambivalent aussi, c'est-à-dire vous pouvez désirer des choses contradictoires. Il y a plein de contes qui montrent ça, avec des conséquences assez comiques souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut interdire certains contes, sans doute. Oui. Alors par contre, le consentement, comme vous l'avez très bien dit au début, c'est le registre de la volonté, c'est-à-dire où consciemment j'accepte tel ou tel de m'engager dans ceci ou dans cela. Par exemple, vous parliez du mariage, bien sûr, mais on peut parler aussi quand vous faites opérer par un chirurgien, vous signez un consentement à l'opération. Vous savez que vous serez endormi pendant l'opération et que par conséquent, le chirurgien va, avec ses instruments, son savoir, agir pendant que vous n'êtes pas conscient. Mais vous assumez que vous acceptez cette situation. De même quand vous vous mariez. Vous savez bien que le mariage, c'est une institution et qui se préoccupe très peu du désir et de l'amour. La question n'est pas là. La question est que vous acceptez dans le mariage de mettre en commun des biens, de vous accepter ce que signifie l'institution du mariage. C'est pour ça d'ailleurs quand vous êtes à la mairie et que vous vous mariez, on vous lit un certain nombre d'articles auxquels vous vous engagez, même si vous n'en avez d'ailleurs aucune envie. Par exemple, vous êtes tenu, quand vous êtes marié avec quelqu'un, si cette personne décède et que ses parents, à votre époux ou épouse, se trouvent dans le besoin, d'assurer une aide à vos beaux-parents, même si vous les détestez. C'est-à-dire le consentement, ça veut dire que vous admettez quelque chose dans le quoi vous vous engagez, dont vous n'êtes pas non plus l'origine, c'est-à-dire l'institution du mariage. C'est pas vous qui l'avez inventé. Par contre, vous acceptez qu'une relation de type privé, le fait que vous aimiez cette personne, ou d'ailleurs pas, vous pouvez vous marier pour d'autres raisons que l'amour ou le désir, vous acceptez de vous y engager en pleine conscience. Et c'est, comme vous disiez, un type de contrat. Et en matière sexuelle, je dirais que le seul domaine où peut-être on peut parler de consentement en ce sens, ce sont les relations tarifées. Absolument. Parce que, pourtant je fais ça, pourtant je fais ça, et ça ne concerne pas la question du désir de la personne qui accepte ceci ou cela. Et évidemment qu'on peut violer une prostituée. C'est-à-dire que si elle a le droit de porter plainte. Non, mais c'est important. Oui. C'est pas parce que c'est une prostituée que tout est permis, mais elle a dit que pour telle somme, elle accepte telle chose, mais pas telle autre. Voilà.
Et donc le consentement qui aujourd'hui semble rentrer dans les mœurs, hein, si je puis dire, on peut craindre en effet que ça enlève toute la zone grise de séduction. La zone trouble, en tout cas, je ne sais pas si grise, mais trouble, parce qu'elle peut être très lumineuse aussi. Oui, je dirais par rapport au noir et au blanc. Oui, mais c'est par rapport au fait qu'on confond le registre, on veut superposer le registre du désir au registre du consentement en réduisant la question du désir, enfin qui est niée, à une simple affaire de contrat. Ce qui est évidemment impossible. Vous savez qu'il y a des boîtes de nuit, ça a commencé en Australie. Mais ça existe également aujourd'hui dans le sud de la France, où on a engagé des gens, des types. En Australie, ils sont vêtus de gilets roses pour traquer, imaginez-vous, les regards non consentis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un regard non consenti? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un regard insistant, on suppose. La personne qui regarde, par exemple, une fille qui danse sur la piste, et qu'on suppose que c'est un regard non consenti, je ne sais pas ce que ce serait un regard consenti exactement, eh bien, elle va être dégagée de la boîte et n'aura le droit d'y revenir que moyennant une formation là-dessus. Mais vous voyez bien que c'est un business aussi. Parce que les formations, il faut les payer. Donc, il y a des associations qui délivrent de telles formations. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent et qui ne sont pas si moralement pures qu'on veut nous le faire croire. Oui, bien sûr, dès qu'il y a business, on peut se poser des questions sur les vraies motivations. Mais moi, ce que je trouve inquiétant dans cette histoire de consentement, c'est que, vous aussi d'ailleurs, Sabine Procoris, on a beaucoup travaillé pour libérer les femmes, pour qu'elles soient justement maîtresses de leurs envies, de leurs désirs et de leur vie. Et je trouve que ce consentement, ça remet les femmes dans des positions finalement de petites êtres fragiles qui finalement ne sont pas suffisamment aptes à gérer leurs désirs, et donc il faudrait vraiment que l'homme leur demande si elles sont vraiment d'accord. Oui. Et je trouve que c'est un retour en arrière finalement sur la libération féminine. C'est-à-dire oui, parce que d'abord on suppose que c'est dans ce sens-là uniquement. Oui, l'homme serait toujours demandeur et la femme consentirait ou non, alors que ça peut être dans l'autre sens. Il peut y avoir des femmes qui draguent assez ouvertement des hommes qui ne seraient pas consentants. Qui ne seraient pas consentants, je veux dire. Donc voilà, et donc elles prennent des râteaux, comme deux hommes peuvent prendre des râteaux aussi. Bon, je veux dire oui, parce que ça suppose, mais vous voyez, c'est lié à une représentation du rapport entre les sexes, où on suppose qu'il y a d'un côté, de façon systémique, comme ils disent, c'est-à-dire que c'est structuré de cette façon, en fait, par la place des rapports, par la manière dont sont organisés de toute éternité, d'une certaine manière, les rapports de genre, qui sont ils sont supposés être des rapports de domination exclusivement, dans un sens vis-à-vis de l'autre, enfin d'un genre vis-à-vis de l'autre. Et donc on suppose que par définition, les hommes seraient des prédateurs, si vous voulez, en puissance ou en acte. C'est-à-dire soit ils agissent, soit ils n'agissent pas, mais ils sont par définition des prédateurs, donc des violeurs en puissance. Et d'autre part, on considère que les femmes sont des proies en puissance. Autrement dit, quand vous mettez un vêtement sexy, si quelqu'un vous regarde avec désir ou vous fait une remarque, etc., en fait, votre vêtement n'est pas du tout considéré comme vous avez mis ça parce que vous aviez envie d'être sexy, pas seulement parce qu'il faisait chaud, mais que vous aviez envie d'être sexy, mais comme un révélateur, un sérum de vérité du violeur, si vous voulez. Ce qui évidemment biaise absolument tout, parce que ça criminalise a priori, ou ça criminalise d'une certaine manière potentiellement tout rapport de séduction. Absolument. C'est bien ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je parlais de la séduction qui est indispensable dans nos rapports humains. La séduction, elle est même, quand on regarde des petits enfants, ils sont déjà en train de nous séduire. Bien sûr, mais il n'y a rien de plus séducteur qu'un tout petit enfant, bien entendu. Évidemment. Et il en est tout à fait conscient. Il joue avec. D'ailleurs, c'est un jeu, la séduction. C'est un jeu, et c'est pas une personne qui séduit une autre. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Ça ne veut pas dire que ce soit symétrique. Mais c'est mutuel, et puis si quelqu'un vous déplaît et que vous plaisez à quelqu'un qui vous déplaît, il n'est pas interdit de lui dire « allez vous promener ailleurs ». C'est-à-dire le non-consentement, par contre, le refus. Bien sûr. C'est quelque chose il faut plutôt penser en termes de refus
qu'en termes de consentement explicite. D'autant que le consentement dit explicite, d'abord c'est un petit peu lourd quand même. Pour casser la séduction, on ne peut pas faire mieux, je crois. Et d'ailleurs, c'est aussi la différence entre le dragueur et le séducteur. Bien sûr. Et d'autre part, ça veut dire que on peut toujours après coup vous dire, vous pouvez toujours après coup, si vous regrettez, dire ah ben non, en fait je consentais pas, on me l'a extorqué, j'étais sous emprise ou je savais pas ce que je faisais. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs beaucoup de problèmes auprès des jeunes hommes qui ne savent plus comment, et même les autres hommes d'ailleurs, ne savent plus très bien comment essayer de séduire une femme parce que justement ils ont peur. Ah bah c'est certain. Ils ont peur du courant actuel et on peut les comprendre. On va vous donner la parole en tant que femme, en tant qu'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réagir, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio 0826 300 300. C'est Isabelle qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Sabine Procoris, philosophe et psychanalyste, auteure de ce livre Le Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Je crois que André Berkoff également vous avez reçu. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Bonjour. Alors, vous avez subi une agression, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Mais je voulais juste te dire que j'étais d'accord avec vous par rapport au fait que le consentement, parfois, est à la limite du désir et de la séduction. Et parfois, on ne sait pas où est la limite, en fait. Et par rapport à cette agression que j'ai subie il y a 2 ans, en effet, c'était un collègue de travail. Oui. Les intentions étaient claires de mon côté. C'était une personne ressource pour moi. J'ai appris énormément professionnellement grâce à lui. Et plusieurs reprises, des invitations au restaurant le soir que j'ai refusées en disant que c'était clair pour moi qu'il n'y aurait rien d'autre qu'une relation professionnelle entre nous. Et après le confinement, on ne pouvait plus se regrouper au bureau. Donc un soir, pour travailler, une après-midi, je lui ai proposé de venir travailler chez moi et il est resté plus tard, l'apéritif, après on a dîné. Et en parlant de la vie et de nos vies, il retente un geste vis-à-vis de moi et je lui dis que non, que c'était clair, qu'il ne se passerait rien du tout entre nous. Et il me dit, mais je sais très bien que chez les femmes, non, ça veut dire oui. Et là, j'ai eu peur. Et j'avais mes amis qui étaient au restaurant, qui m'envoyaient des messages pour me proposer de venir les rejoindre. Et il est parti aux toilettes à ce moment-là. Et je répondais pas en fait. Je lisais des messages, mais je ne répondais pas. Et mon ami me dit, mais est-ce que ça va? Et je lui dis, non, je crois pas que ça va là. Et elle me dit, j'arrive tout de suite. Et en fait, il est revenu à table et en une fraction de seconde, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée plaquée contre mon buffet de salle à manger, les mains dans le dos et il essayait de m'embrasser et il me tenait tellement fort que j'étais sidérée. J'ai été complètement paralysée. Hypnotisée, oui. Et c'est la sonnette de mon appartement qui a retenti et ça m'a réveillée en fait. Et il m'a demandé ce que c'était que ce bruit et je ne savais pas ce que c'était que ce bruit. En fait, j'étais complètement perdue et je l'ai poussé, je me suis jetée sur la porte et mes amis sont arrivés. Et je me suis jetée dans leurs bras en fait. C'est-à-dire sans vos amis, on peut craindre qu'ils vous auraient en effet violé. Alors, ce processus de se retrouver complètement sidéré, c'est un processus qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, si vous observez les animaux, je sais pas moi, la souris par exemple, qui est face à un serpent, à un moment donné, elle a tellement peur qu'il y a un phénomène qui fait qu'elle va rester complètement hypnotisée et pas bouger et se faire avaler. Et c'est le même processus qui se passe dans le cerveau quand une femme a très peur. Et donc ça, c'est quelque chose et qui est très embêtant parce que du coup, l'homme, comme on fait rien, s'imagine qu'on est d'accord. C'est quelque chose que je crois qu'on devrait expliquer un peu plus aux jeunes filles et aux jeunes garçons pour que justement ce genre de... Alors là, évidemment, on a envie de dire que cet homme méritait que vous portiez plainte. Ce que vous avez fait ou pas?
Non, je ne l'ai pas fait. Non, du tout. Non, parce que c'est un collègue de tout, travail. Oui, et puis j'ai eu peur dans l'environnement professionnel dans lequel j'étais. Il avait une certaine influence et oui, effectivement, j'ai eu peur pour moi. Par contre, dans la demi-heure qui a suivi, il m'a envoyé un SMS en me disant que j'avais eu de la chance cette fois-ci, mais que la prochaine fois, ça se passerait pas comme ça. Et là, par contre, j'ai réagi en lui disant que je gardais précisément tous les messages qu'il m'avait envoyés à ce sujet et qu'il m'avait agressé et que je n'hésiterais pas à me servir de tout ça et tous ces échanges contre lui si jamais il se passait quoi que ce soit de négatif, et que ça se reproduisait, etc. Mais par contre, après, j'en ai parlé au secrétaire de son travail et elles m'ont toutes confirmé que c'était quelqu'un qui était toujours tendancieux, toujours à la limite du harcèlement, etc. Et, la limite est un peu dépassée, là, Sabine. Là, il l'avait dépassé. Bien sûr, puisque vous aviez clairement refusé, bien sûr. Donc là, oui, il n'y avait pas ni désir ni consentement de votre côté. Après, la réaction qui a été la vôtre, c'est une des réactions possibles, c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule d'être comme ça sidérée, tétanisée, ça arrive, mais c'est pas automatique. Pour certaines femmes, ça se passe tout à fait différemment, c'est-à-dire qu'elles ont un réflexe de donner un coup de genou bien placé, etc., de se dégager. Mais c'est très variable selon la psychologie, l'histoire qu'on a eue, les personnes. Mais là, clairement, surtout si pareil, ensuite il y a eu une sorte de menace, si je comprends bien. Oui. Donc là, voilà, vous avez des éléments assez clairs, mais on n'est même plus dans la question du consentement, on est plutôt dans la question du non-consentement. Et quand on passe outre ce non-consentement, oui, il y a agression, naturellement. Mais je me bien sûr que... ressources. Oui, mais bien sûr. Alors par contre, votre réaction n'est pas la seule possible. Il y a des femmes pour qui ça se passe différemment dans le même genre de situation quant à leur réflexe, si vous voulez. Ça, c'est variable. Hein, on peut pas en faire une loi générale. Après, si vous voulez, il est vrai que dans certains jeux de séduction, mais là on parle des jeux de séduction, il y a des oui qui veulent dire des non et des non qui veulent dire des oui. Et ça, c'est très compliqué, mais on sait qu'on est dans un jeu de séduction. Ce qui n'est pas le cas dans ce que vous décrivez. Non, c'était pas le cas du tout, d'autant plus que j'avais été claire et que... voilà, exactement. Quand quelque chose est clairement exprimé, un refus est clairement exprimé, quand l'autre passe outre, c'est un abus, évidemment. La seule, la seule petite erreur que vous avez fait, Isabelle, c'est que vous aviez compris que cet homme était un peu harceleur, et puis qu'il n'avait pas tellement conscience des limites et qu'il se croit un peu tout permis. Donc l'inviter chez vous, c'était quand même prendre un risque. Surtout toute seule. J'avais confiance en lui, j'avais une grande confiance en lui en fait, et tout le temps, à chaque fois que je posais le cadre et que c'était au début de notre collaboration professionnelle, j'avais posé le cadre et pendant 1 an et demi, 2 ans, il s'était plus rien passé du tout. Ah bon je travaillais beaucoup avec lui et j'avais vraiment une grande confiance en lui. C'était vraiment quelqu'un de ressources. À chaque fois que je l'appelais, il m'aidait. Enfin, vraiment, j'ai appris énormément grâce à lui. Mais ce soir-là, en fait, je pense que le fait de se retrouver chez moi, il a pris ça pour un rendez-vous. Il s'est mépris. C'est pas pour l'excuser, mais à sa décharge, il est possible qu'il se soit mépris sur vos intentions. Voilà. Mais complètement. Mais après, ça, en l'espace de 2 minutes. Il a pété un câble. Quand il m'a dit le non, c'est oui. Là, j'ai dit non. Je me suis sentie en danger et j'ai reçu le message de mes amis. J'ai dit hop, de suite au secours, quoi. Mais en fait, j'ai pas eu les ressources en moi pour le mettre dehors. J'ai pas eu les ressources en moi pour tout ça. Alors j'ai été agressée sexuellement quand j'étais enfant et j'avais travaillé sur ce traumatisme avec ma thérapeute. Mais ça a réouvert en fait des choses qui n'étaient pas réglées. C'est possible. J'ai pu travailler beaucoup plus profondément grâce à cet événement traumatique, bien que après j'ai quand même été quelques mois pas très très sereine chez moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important pour moi. Le consentement, parler de ma sexualité, parler de mes attentes, c'est vraiment toujours dit et toujours échanger. Je cherche toujours à échanger avec mon partenaire sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai des ressources en moi nécessaires pour dire non. Et quand je sens que mon intuition est mauvaise, je mets de suite, je me dirige vers... C'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre bien que vous avez appris
de cette mauvaise expérience. Voilà, vous n'êtes pas resté enfermé dedans. Et ça, je crois que c'est très important parce que tout le monde peut traverser un jour ou l'autre une expérience déplaisante de ce genre ou autre, dans laquelle on a une part ou moins, ou plus ou moins grande de responsabilité, parfois par imprudence, tout simplement. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas contraint, sous prétexte qu'on a vécu une situation vraiment déplaisante, de rester enfermé dans la position éternelle de victime. Au contraire, là, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les ressources pour réagir différemment, le cas échéant. Et puis, éventuellement, pour suivre vos intuitions, c'est-à-dire en comprenant que peut-être avec cette personne, vaut mieux pas lui donner matière à mal interpréter certaines choses. Oui, j'avais des codes sociaux et des codes relationnels qui étaient faussés en fait. Mais je crois, votre témoignage le prouve une fois de plus, je crois que justement les codes ne sont pas suffisamment exprimés aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Le nombre de jeunes filles qui montent prendre un verre chez un jeune garçon alors qu'elles n'ont aucune intention de quoi que ce soit, et le jeune garçon, si la fille monte, tout de suite s'imagine que c'est presque oui. C'est vraiment des codes qui sont pas suffisamment. Il faut apprendre ces codes. Moi, je trouve qu'on pourrait les apprendre assez facilement aux jeunes quand ils ont 15-16 ans, quoi. Oui, et puis apprendre aussi aux jeunes gens et aux jeunes filles de prendre la mesure de leur puissance de séduction et de leur attraction sexuelle. Bien sûr. Pas du tout pour la brider, mais pour pouvoir jouer avec éventuellement, et puis pour savoir aussi que, oui, elles sont désirables. Eh oui. Merci beaucoup Isabelle, je suis ravie d'avoir commencé avec vous parce qu'on voit à quel point les femmes réfléchissent beaucoup plus qu'on ne le prétend. Allez, une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Philippe Hoffman qui nous rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sabine Procoris, nous retrouvons Philippe Hoffman qui nous parle des ados et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de la dépression à l'adolescence. Vous auriez pu nous choisir de parler de la pulsion de l'adolescent, hein. Ça aurait été plus dans le sujet du jour. Ouais, on pourra en parler une autre fois, alors, si vous voulez. Parce que j'en parle souvent des pulsions chez les adolescents. Oui, la dépression, ça va, on est tranquille. On peut l'emmener boire un verre chez nous. Voilà, mais bon, la dépression, il fallait qu'on en parle parce que j'ai fait beaucoup de chroniques et j'en avais pas parlé, donc bien sûr, Philippe. C'est moins léger, mais c'est important quand même. Vous savez, surtout qu'on en a beaucoup parlé pendant la pandémie, qui a fait exploser les troubles psychiques et les tentatives de suicide chez les 12-19 ans. Et c'est vrai que cette sensation d'enfermement et d'empoisonnement par le virus, ça produit beaucoup de violence. Et on en a pas mal parlé et tout le monde s'est un peu inquiété. Maintenant, c'est un peu derrière nous, mais pour autant, la dépression chez l'adolescent, ça existe. C'est pas la même chose que chez l'adulte ou l'enfant ou même la personne âgée. Selon les âges, il y a des types de dépression. Je vais vous en parler sans faire trop de détails non plus, hein. Donc, vous savez, j'insiste tout le temps que pendant toute l'adolescence, il y a une nécessité de se construire, de dépasser ses peurs, ses angoisses, en les partageant avec les autres. En fait, quand il n'y a pas de relation réelle, on a l'impression que on est nul, que plus rien sera possible, et on auto-entretient un peu cette pensée négative. Et c'est vrai que les plus fragiles, ils ont craqué pendant la Covid, ils se sont retrouvés aux urgences. Il y a eu 40% d'augmentation des admissions dans les services d'urgence pour des tentatives de suicide. Hein. 40%, c'est énorme. Ah ouais, on en a chiffré entre 25 et 30 000 en 2021 et 350 morts de moins de 20 ans, hein. Ça fait quand même pas mal. Bon, c'est pas les 9 000 morts par suicide qu'on retrouve par an, mais quand même, c'est toujours 350 de trop et c'est épouvantable. Donc maintenant, on a l'impression que c'est un peu derrière nous, mais et puis c'est vrai que même si les adolescents sont un peu tristes, parfois un peu déprimés, comme on dit, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé. Parce qu'il faut bien différencier la déprime de la maladie dépressive. Hein, la maladie dépressive, ça concerne environ 8 à 10% des jeunes, ce qui est beaucoup. Hein. Ça représente des milliers de jeunes, mais c'est pas la déprime qui est classique pendant toute la période de l'adolescente, qui est en fait un état transitoire qui peut durer d'1 heure à quelques jours. En fait, pendant cette période, l'ado, on pourrait penser qu'il traverse une dépression, il est morose, grincheux, il est à fleur de peau, mais ça dure pas.
il suffit d'un coup de fil pour une invitation et l'humeur sombre redevient joyeuse. Ça, c'est vraiment quelque chose de transitoire et c'est ce qu'on pourrait appeler la déprime adolescente. Passagère. Par contre, Oui. la dépression, c'est une maladie, on appelle ça épisode dépressif caractérisé. Ça s'inscrit dans la durée. En fait, un épisode est jugé grave quand c'est de plus de 2 à 3 semaines que ça dure. L'ado, il est impossible à approcher, il est enfermé dans sa chambre avec son ordi, il parle plus, bien il hurle, il a des accès de rage, de colère. En fait, c'est ce qu'on appelle des troubles de l'humeur. Et puis, il rejette tout le monde, il répond même plus aux sollicitations de ses amis. Et ça, c'est grave, hein, parce que en général, quand il y a un coup de fil ou une attente de ses amis ou des activités préférées, il se bouge. Là, il bouge plus. En plus, il a souvent des douleurs physiques diffuses, il n'a pas faim, et puis il décroche scolairement. En fait, et puis parfois, certains se font vraiment mal, ils se scarifient ou d'autres choses. Donc, c'est assez grave et il faut consulter bien sûr, mais c'est pas toujours évident parce que le jeune refuse et qu'en plus ça se voit pas toujours parce qu'il est très enfermé et il planque pas mal de choses. Hein. En plus, contrairement aux adultes dépressifs, les ados ils ont pas, vous savez, ce masque caricatural de la tristesse avec un épuisement physique, des plaintes. Non, ils ont les mêmes sentiments intérieurs de vide et de dévalorisation, mais extérieurement, c'est autre chose. On appelle ça, dans notre jargon, une dépression masquée. Et on retrouve ça à différents âges de la vie. Par exemple, les bébés qui manquent d'amour et d'attention, ils peuvent avoir des dépressions dites anaclytiques et ils s'effondrent et ils peuvent même en mourir. Les enfants qui ont subi des pertes de proches ou de traumatismes violents comme les maltraitances sexuelles dont vous parlez, ou les séparations accidentelles ou les séparations même conjugales, ils sont tristes, énervés, ils ont souvent retrait et ils ont des difficultés d'apprentissage scolaire. Et c'est une forme de dépression aussi. Pour les ados, ça peut être la suite de tout ça, mais ça peut aussi être tout simplement lié à des angoisses de transformation du corps, de l'esprit, et puis tout ce qui se passe dans leur environnement quand ils sont, par exemple, harcelés. On en parle souvent. Hein. On sait aussi que certains qui découvrent leur homosexualité peuvent aussi avoir des moments de dépressifs assez importants. Exactement. Exactement. Ça, c'est toute la construction de l'identité sexuelle. Elle est compliquée à l'adolescence. Hein, j'en avais déjà parlé. Elle passe par plusieurs phases. Et à un moment donné, s'il y a vraiment une orientation qui se précise au fil des années vers une orientation homosexuelle, eh bien, ça trouble profondément l'adolescent qui fait partie uniquement des 4 ou 5% de personnes comme ça. Et donc, il a l'impression de ne plus faire partie du reste du groupe, du reste du monde même, et ça le déprime. Donc, en fait, il y a comme ils se plaignent souvent de douleurs diffuses, c'est une bonne. Ils veulent pas aller consulter un psy, hein, mais ils veulent bien aller consulter le médecin de famille pour les douleurs. Et puis celui-ci, le médecin là, il va regarder si c'est une dépression sévère, modérée. Il va repérer différentes causes, si c'est de la famille, des amis, le harcèlement ou d'autres choses. Et il va aussi repérer quelque chose d'un peu troublant. C'est des troubles psychiatriques débutants qui arrivent à la grande adolescence, et comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Et ça aussi, ça peut troubler profondément les jeunes et donner des pensées même suicidaires. Donc après, il va l'aider, il va préparer une démarche de soins, et jamais il lui donnera de médicaments. Hein. Dans un premier temps, on donne pas de médicaments aux adolescents. Il y a des risques, hein, parfois suicidaires. Il faut d'abord penser à la psychothérapie, puis ensuite éventuellement à l'hospitalisation, et puis après on voit s'il faut un petit traitement. Mais il faut pas que ça dure longtemps, et c'est pas la même chose que pour les adultes qui malheureusement pour vivre parfois ont besoin d'un traitement. Et puis pour les parents, l'important c'est de tenir et de rester proche de leur jeune, de le rassurer sur ses capacités à rebondir, d'éviter de se culpabiliser en trouvant tous les arguments faciles qui expliqueraient toutes ces causes de la dépression de leur enfant. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Et il faut laisser ça aux spécialistes.
Et oui, toujours la difficulté d'être parent. Sabine Procoris, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas rien de particulier. C'est vrai que c'est une période toujours délicate, l'adolescence, parce que c'est une grande période de transformation, et les transformations, c'est toujours déstabilisant, et on a un rapport plus ou moins... retrouver des points d'appui, c'est difficile, c'est un processus, et parfois on ne trouve pas les points d'appui en soi et à l'extérieur qui permettent de traverser cette phase. Voilà. Merci beaucoup Philippe Hoffmann, en tout cas merci. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'était aux éditions Albin Michel. On continue avec Michael qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra ensuite en poser une à Sabine Procoris. Bonjour Michael. Bonjour Brigitte, bonjour Sabine, ravi de vous avoir. Nous aussi. Alors première question, est-ce que depuis MeToo vous avez changé votre manière de séduire ? Non, du tout. C'est bien, très bien. Ouais, ça n'a rien changé pour moi. Après, j'ai une approche, je dirais, assez sympa par rapport aux autres. Et alors, juste pour vous raconter une petite anecdote, par exemple. Ouais. J'aime bien parfois quand je trouve une fille jolie ou un joli parfum pour lui dire waouh, vous êtes super jolie. Mais je dis toujours fais attention. En fait, je dis voilà, il n'y a aucune arrière-pensée, mais j'avais juste envie de vous dire vous étiez jolie, simplement. Voilà. Mais et vous n'avez jamais été rembarré, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui supportent pas qu'on leur dise qu'elles sont jolies. Alors jusqu'à aujourd'hui, non. Mais voilà, je prends des précautions quand même. Oui, faites-le. Mais il paraît, c'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais de toute façon, c'est plutôt les laides qui sont agressives quand on leur essaye de les séduire. Genre, je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ça a l'air de vous faire rire. Michael. Deuxième question. Dans quel endroit vous avez fait l'amour et que ça a été le plus fantastique, à part le lit, évidemment? Je dirais sur une aire d'autoroute le soir en rentrant, et on s'est fait attraper on s'est retrouvé avec un voyeur, un camionneur qui a du coup descendu de son camion pour nous regarder. Voilà, du coup ça a été assez rigolo. Et elle était ravie de se donner en spectacle, votre compagne? On était sur le capot de voiture, donc on était contents tous les deux. Mais bon, oui, mais je comprends bien, mais quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez observé, ça ça vous a excité ou au contraire? Oui, carrément. D'accord, oui, voilà. écoutez. Il était quasiment 3h du matin, et ouais, c'était assez sympa. Bon, mais je crois que ça se passe souvent sur les aires d'autoroute, de toute façon, je pense. Et dernière question, est-ce que vous seriez tenté par le polyamour? Alors c'est une question qu'on s'est énormément posée avec ma compagne, parce qu'elle est totalement bi, et pendant, je dirais quasiment 7-8 mois, on a cherché pour une autre fille, ce qui était très compliqué. Et puis aujourd'hui on est passé à autre chose, mais ça reste un peu toujours dans les cartons, on va dire. D'accord. Voilà. Eh bien, vous pouvez poser une question à Sabine, elle vous écoute. Eh bien, je dirais quel est votre plus grand regret? Un regret, voilà, quelque chose qui n'est pas pu vivre, ou un regret. Quel serait votre plus grand regret? Oh, moi, j'ai pas de regret. Ok. Mais il faut pas, d'ailleurs. Hein. Voilà, la réponse de Sabine. Merci Mickaël, merci beaucoup. Avec plaisir. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous pouvez réagir sur le consentement sur Radio 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Sabine Procoris, philosophe et psychanalyste. Nous évoquons le consentement, ses avantages, ses inconvénients. Et c'est Hélène qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Oui, moi je vais effectivement parler de mon expérience. Oui. Un homme que j'ai quitté d'ailleurs depuis, parce que effectivement il n'était pas dans le respect de ces choses-là, quoi. Et à l'époque, moi j'étais en pleine thérapie justement, après avoir subi dans l'enfance de l'inceste et la pédophilie de mon grand-père. Donc voilà, j'avais quand même des troubles et j'étais en pleine thérapie. Donc effectivement, lui, c'était quand il avait envie, il aurait fallu que j'écarte les cuisses systématiquement et que voilà. Et quand je voulais en parler, il me disait mais bon que j'avais un problème avec le sexe. Mais au début, quand vous l'avez connu, vous étiez entre guillemets consentante?
Oui, alors au début, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas retombée, enfin, je veux dire, j'étais encore dans cette séduction pour plaire, bon voilà. Voilà, j'étais capable de ne pas me respecter. D'accord, vous acceptiez des rapports chaque fois qu'il en avait envie. Ouais. Et puis petit à petit, chemin faisant, moi je suis retombée dans des choses qui me sont revenues, que j'avais pas réglées avec moi-même. Et du coup, quand j'ai commencé à expliquer ces problèmes-là, lui, il ne voulait pas entendre, quoi. Donc il me disait que j'étais malade, que j'avais un problème avec le sexe, voilà. Et puis après il n'y avait pas moyen d'en discuter. Donc, mais vous voulez dire que donc vous lui disiez non et il vous sautait dessus quand même. Et oui, il voulait absolument, quoi. Il voulait absolument, voilà. Et si je le faisais pas parce que vraiment je le repoussais, j'avais droit à la gueule, quoi. J'avais droit à la gueule. Il faut savoir aujourd'hui qu'on reconnaît le viol entre époux. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc bon, mais voilà, chemin faisant en thérapie, j'ai fini par le quitter parce que ça m'intéressait pas de continuer dans une relation comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai passé 4 ans toute seule, justement, en travaillant sur moi et en comprenant les mécanismes et compagnie. Et puis, ça s'est avéré que j'ai rencontré à nouveau quelqu'un qui est tout à fait l'inverse. Voilà. Où c'est absolument différent, quoi. Mais c'est intéressant parce que Sabine Procoris, on voit dans le témoignage d'Hélène qu'au fond, sans doute que c'était aussi un malotru. Oui, c'est un malotru, oui. Tout mais à fait. On voit bien que c'est à la femme déjà, dès le départ, de se respecter, avant même de parler de consentement. C'est-à-dire à partir du moment où il y a moi, mon problème c'est pas à partir du moment où il y a un refus. Il y a un refus, c'est tout. Mais ce que je critique, c'est l'idée qu'il faille un consentement explicite. C'est-à-dire qu'on présume le non-consentement. C'est ça qui va pas, comme la loi espagnole, par exemple, où seul un oui est... Non, mais c'est important. Seul un oui est un oui. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour toute relation sexuelle, un consentement explicite. Quand il y a un non-consentement, explicite en plus... Il n'y a pas de problème, on n'a pas à passer outre, c'est tout. Après, vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous avez quitté cet homme, personne ne vous a empêché de le quitter, voilà, ça va. Vous êtes passé au-delà, en fait. Oui, je suis passée au-delà. Voilà. Ouais. Mais tout en faisant, parce que j'étais aidée à l'époque avec une kinésiologue, donc j'ai défait des schémas et du coup, j'ai appris à me respecter à ce niveau-là et du coup, il n'y avait pas plus lieu d'être dans cette relation, quoi. Je ne voulais plus ce style d'homme, c'était fini pour moi. Voilà. Mais encore une fois, on voit bien que de toute façon, même si vous lui disiez non, il était incapable de l'entendre. Oui. Ah non, il était incapable de le comprendre, oui. Mais c'était vraiment un goujat à ce niveau-là, quoi. Et il me renvoyait la faute, bien évidemment, quoi. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'à cause d'un pourcentage d'hommes, je ne sais pas lequel, et personne ne le sait d'ailleurs, on en arrive à des besoin de mettre des termes comme le consentement, parce que finalement vous lui dites non, il continue, ça paraît... Oui, mais ça c'est clairement, je veux dire, dans la loi, il y a, je veux dire, quand on passe outre un non-consentement, il y a un abus, agression. Oui, bien sûr. C'est tout. C'est présent de toute façon dans la loi, cette question du consentement sous la forme du non-consentement. Et justement, quand il voulait me forcer comme ça me ramenait justement à ce passé où à l'époque, d'abord j'étais petite fille et puis après pré-ado et ado, où je savais pas, où j'ai jamais su dire non. C'était en quelle année à peu près, Hélène, tout ça? Alors là, je vous parle, moi j'ai 60 ans aujourd'hui et la première fois mon grand-père j'avais 3 ans. Non mais je parle de cette relation avec cet homme. Ah là maintenant il y a 5 ans que je l'ai quitté. Il y a 5 ans que vous l'avez quitté. Ouais. Donc c'est pas très... C'est pas très vieux. C'est pas très vieux, donc vous n'étiez pas quand même au courant que quand on dit non, l'homme n'a pas le droit d'aller plus loin. Si, j'étais au courant, mais j'avais encore cette faiblesse affective, j'étais dépendante affectivement, donc je pensais toujours que c'était ma faute moi, voilà, donc j'étais pas suffisamment armée dans le respect de moi-même, quoi. Voilà. Donc grâce à la thérapie. C'est la thérapie, oui. C'est du tiers qui a été nécessaire pour que vous puissiez vous respecter. Oui, complètement. Oui, parce que j'avais vraiment dans mon disque dur personnel, dans mon inconscient, quoi, et j'avais engrammé des choses qui étaient vraiment
Je savais que c'était, je savais que c'était pas bien, que je disais oui, que je me respectais pas, donc j'étais mal après, mais je pouvais pas faire autrement. J'étais dépendante effectivement de lui. Voilà, jusqu'au jour où j'ai défait ce schéma-là. Voilà, vous l'avez défait, c'est-à-dire j'ai défait. Vous l'avez défait, ce qui montre bien que ces questions-là, c'est avant d'être un rapport entre soi et l'autre, c'est un rapport entre soi et soi. En fait. Oui, complètement. Ah ouais. Et ça a été, voilà, ça a été une libération pour moi. Oui, et comme par hasard, le choix que vous avez fait ensuite, vous avez choisi un homme qui, dès le départ, vous respecte. Je suis restée 4 ans toute seule, je suis restée 4 ans toute seule, j'avais pas le choix, je voulais vraiment aller au fond des choses, vraiment me comprendre, et du coup, la vie m'a mis sur la route un homme absolument extraordinaire à ce niveau-là. Oui, enfin, la vie, vous étiez prête à le rencontrer aussi. J'étais prête à le rencontrer, oui. Je crois que vous l'auriez rencontré 10 ans plus tôt, peut-être que... Je ne l'aurais pas fait, certainement. Voilà, je crois que c'est... Mais c'est... Enfin, je sais que vous insistez beaucoup là-dessus, Sabine Procoris, c'est que finalement, chaque femme fait son parcours. Bien sûr, et je crois que ce qui est important, c'est effectivement que, on apprend aussi. Tout à l'heure, monsieur me demandait, j'avais des regrets. Tout le monde a vécu des choses plus ou moins plaisantes, déplaisantes, etc. Mais la question, c'est qu'au fond, on apprend de ce qu'on vit. Et à partir du moment où on aime apprendre et on est capable d'avancer en soi-même, on n'a pas à avoir de regrets, simplement on apprend. La vie, c'est pas que du... Et on apprend la vie, beaucoup plus de ses erreurs et de ses échecs, de ses erreurs. Et la vie, c'est pas juste le prince charmant et les bisounours. La vie, c'est plein de choses. Oui. Et oui, donc vous avez appris, Hélène. Ouais, j'ai beaucoup appris, ouais. Donc aujourd'hui, je dis merci à cet homme-là et voilà quoi. Bon, peut-être pas lui dire merci, mais merci. Je veux dire merci à vous d'avoir su sortir d'une relation qui n'était pas satisfaisante, en fait. C'est ça. Qui ne devait pas être non plus satisfaisante pour cet homme, d'ailleurs, parce que c'est pas agréable pour un homme de sentir que l'autre n'a pas envie et d'être pas désiré. Exactement. C'est ce que je lui d'ailleurs, quand je suis partie, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Frédéric, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Je veux dire, bon, toi, t'es pas heureux, moi, je ne le suis pas non plus, donc, enfin, voilà, je m'en vais. Parce que c'est pas satisfaisant, ni pour l'un ni pour l'autre. La rupture n'a pas été trop difficile? Non, pas du tout. Moi, non, mais de toute façon, ça faisait quelque temps qu'on était encore ensemble. Alors, on se voyait pas tous les jours, malgré tout, et je savais qu'il avait il voyait quelqu'un d'autre. J'avais intuité et bien senti qu'il voyait quelqu'un d'autre, parce que ça faisait 6 mois que je voulais pas du tout, quoi. Je voulais qu'on discute, je voulais qu'on pose des choses, et je voulais pas. Donc, lui, il est parti voir ailleurs. D'accord. Eh ben merci en tout cas, Hélène, de ce témoignage. Sabine Procoris, à quel âge on devrait commencer à expliquer Mais tout de suite, très tôt, aux enfants, que petit à petit, les enfants apprennent. D'abord, déjà, il est important qu'ils apprennent à s'apercevoir, à ce qu'on leur mette des limites. On leur met des limites. Aux enfants, on parle tout le temps d'éducation positive et je sais pas quoi, ce qui est un peu absurde. C'est-à-dire, il est important qu'un enfant apprenne la frustration, apprenne les limites. Ça ne veut pas dire le maltraiter, mais ça veut dire qu'il fasse la différence entre ce qu'il peut avoir comme désir et fantasme et ce qui est possible dans la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas à lui interdire des désirs ou des fantasmes. Il peut désirer découper en rondelles ses camarades, mais il n'a pas le droit de le faire, si vous voulez. Donc, il faut apprendre la différence entre son univers imaginaire et puis l'univers commun, l'univers social. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend. Et c'est à partir de là, déjà, il faut apprendre aux enfants à se contrôler. Et ensuite, à savoir ce qu'ils peuvent ou non accepter des autres. Et ça va ensemble. Et est-ce qu'il faut apprendre de la même manière aux petits garçons? Bien sûr, je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est des êtres pulsionnels, qui ça se manifeste pas de la même façon chez les garçons et chez les filles, bien entendu. Mais ne croyez pas que les petites filles soient moins pulsionnelles que les petits garçons. J'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire justement. Non, mais je dis pas vous, Brigitte. Mais enfin, il faut pas qu'on pense ça, parce qu'on aurait tendance à penser en considérant que les filles sont passives. Et les hommes sont actifs, et les garçons sont actifs, mais en réalité, c'est pas comme ça. Et le champ psychique, il est la libido, comme Freud disait une chose intéressante, il disait que la libido est d'essence masculine chez les deux sexes. Seulement, quand il disait masculine, il avait en tête quelque chose de parfaitement ambigu, en réalité, puisque les deux images qu'il employait pour y figurer le masculin, dont il dit que c'est le masculin et le féminin font partie des concepts les plus flous du domaine scientifique et social. Il prenait 2 images. L'une des images, c'était la main qui saisit, donc c'est un acte volontaire, mais l'érection
d'un garçon, c'est pas un acte volontaire. Hein. Comme disait Montaigne à propos de son sexe, il disait « ce membre indocile qui s'érige quand on en a le moins besoin et qui défaille quand on en a le plus besoin ». C'est un certain humour. Donc la main, c'est-à-dire l'acte volontaire, et l'autre, c'était le fleuve qui se répand en 1000 petits ruisseaux, ce qui est une image plutôt du côté du féminin, l'eau. Vous voyez, donc, en fait, l'idée que la libido, c'est une sorte d'élan, de désir, de pulsion et de désir, et qui est, au fond, qui traverse la vie psychique des êtres humains. Après, comment ça s'organise chez les garçons et chez les filles, c'est une autre question. Qu'on pourra peut-être aborder dans cette deuxième heure. La question, ou plutôt la devinette, je sais que vous êtes philosophe, donc j'ai trouvé cette phrase de Socrate. Il dit « Mariez-vous, si vous avez une bonne épouse, vous serez heureux. Et puis sinon, eh bien la réponse, c'est après les infos. » 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Sabine Procoris, auteure de cet ouvrage, Le Mirage MeToo, aux éditions du Cherche Midi, et également de ses habits neufs du féminisme aux éditions Intervalle. Un livre assez acéré, hein, je pourrais dire, où vous remettez beaucoup de choses au point, comme vous savez très très bien le faire. Et vraiment, si vous avez envie de mieux comprendre les dangers justement de ce consentement, je vous conseille ce livre, Les habits neufs du féminisme, c'est aux éditions Intervalle. Ça se lit, hein, c'est franchement très facile à lire. J'aime bien quand vous dites le consentement, c'est vraiment la démarcation entre le bon sexe et le mauvais sexe, hein, comme si il y avait... Enfin, voilà. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, la Manon Garcia, qui parle du bon sexe, c'est-à-dire celui qui est moralement bon. Autrement dit, et c'est intéressant parce qu'elle fait tout un livre sur la question des relations sexuelles, sans parler une fois, le mot désir n'apparaît pas une seule fois. C'est quand même extraordinaire. Et c'est bien pour ça que vous dites que c'est priver un peu les femmes de leur propre capacité à désirer et à vouloir. Hein, Et à vouloir. Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Sud Radio. Alors Socrate a dit « Mariez-vous, si vous avez une bonne épouse, vous serez heureux, sinon ?» Alors là, j'en sais rien du tout. Bah, vous deviendrez philosophe. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Sabrina. Bonjour à votre invitée Sabine Procoris. Je suis ravie d'être à vos côtés. Ben, merci. Alors moi, concernant le consentement, je l'ai assez malmené quand même pendant pas mal d'années. Et en fin de compte, j'ai accepté pas mal de choses sans vraiment que ce soit mes désirs, mais le désir de l'autre. Alors Sabrina, je crois que je suis ravie que vous disiez ça, mais je pense que c'est le lot de beaucoup de femmes et que c'est peut-être pas si grave. Bon, bah c'est rassurant. J'y ai travaillé, j'y ai compris. Non, mais vous voyez, c'est bien que vous me répondiez, c'est rassurant, parce que si on vous dit comment tu as pu accepter alors que tu n'étais pas réellement dans le désir, etc., etc., ben ça fait quoi? Ça fait de vous une pauvre victime qui n'a pas su se respecter, et vous partez avec l'idée que finalement vous avez été un petit peu trop faible ou trop je ne sais quoi. Et si je vous dis oui, mais il y a beaucoup de femmes au début de leur vie sexuelle qui acceptent des choses parce qu'elles ont envie d'être désirées, elles ont envie de plaire, elles croient que parce qu'elles vont avoir une relation sexuelle, elles vont s'épanouir, enfin, etc., etc. Exactement. Et alors? Oui. Moi, c'était beaucoup les injonctions religieuses, Brigitte. La religion qui vous disait de faire l'amour? Non. C'est-à-dire qu'on me disait, tu es marié avec, tu dois être... oui. Tu dois être c'est ton devoir mari, conjugal, le fameux devoir conjugal, exactement, quoi, tout à fait, quoi. Moi qui étais grandi dans une famille de confession musulmane, je mets pas d'étiquette bien sûr, mais je parle de mon histoire personnelle. Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais grandi avec toutes ces convictions qui faisaient que qu'une fois que tu te mariais, tu lui appartenais, et puis c'était comme ça, point, c'est tout, quoi. Oui, mais c'était vous seriez senti mal de ne pas obéir à cette sorte de loi intérieure qui a été donnée par votre éducation, et puis à un moment donné vous grandissez. Ben oui, non, mais c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai pour cette religion-là, mais c'est pas la seule religion. D'ailleurs, ça a beaucoup pesé sur les hommes aussi, cette histoire de devoir conjugal, parce que par exemple des hommes impuissants
on pouvait faire annuler un mariage à cause de ça, et il y avait une épreuve, c'est terminé depuis longtemps, mais dans les années, enfin au Moyen-Âge, etc., où on obligeait l'homme à faire l'amour en public avec son épouse pour voir s'il était impuissant ou pas. Donc c'est quand même, il y a de quoi l'être, hein, franchement. Oui, ça, mais je veux dire, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens. Alors c'est vrai en matière de sexualité, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce que c'est le devoir. Parce que c'est voilà une injonction qui ne correspond pas forcément à ce qu'il désirerait faire, hein, y compris se marier, y compris avoir des tas d'enfants, etc., etc. Je veux dire, ça c'est le lot de la question, c'est comment est-ce qu'un être humain arrive à tracer sa voie et sa liberté dans le monde partagé, c'est-à-dire en composant avec un certain nombre de choses qui sont aussi les valeurs auxquelles il croit. C'est pour ça que je disais que la question du consentement, c'est aussi un rapport entre soi et soi, parce que même par rapport au désir, si on prend dans la littérature, 2 exemples de la littérature, il y a 2 romans importants dans la littérature sur ces questions, qui sont La Princesse de Clèves et Anna Karénine. Alors dans La Princesse de Clèves, c'est une femme, ça se passe au XVIIe siècle, qui est mariée et qui est folle amoureuse d'un autre homme. Et elle le désire intensément, et lui aussi, et elle refuse de vivre cette liaison. C'est pas à lui qu'elle se refuse, c'est à elle qu'elle refuse. Elle ne refuse, elle ne consent au nom de pas. sa morale. Voilà, au nom de sa fidélité à son mari, elle ne consent pas à son propre désir. Ça ne veut pas dire qu'elle l'efface. Ça veut dire qu'elle renonce à le satisfaire. Le désir, elle peut pas le commander. Et à l'inverse, dans le roman de Tolstoï, Anna Karénine, qui est un roman magnifique, c'est peut-être un des plus beaux romans de la littérature, Anna Karénine est également une femme mariée qui, elle, consent à son désir et vit une liaison amoureuse avec un amant, mais en fait qui n'est pas tout à fait à sa hauteur. Hein. Ça se termine mal pour elle, mais pas du tout par morale, je dirais. Ça se termine mal parce que cette femme va au bout d'elle-même, en fait. Ouais, c'est Tolstoï, cette femme va au bout d'elle-même. Comment ? Je dis c'est Tolstoï, ça se termine jamais. Mais c'est un livre magnifique sur le désir, sur l'amour et sur qu'est-ce qui se passe dans les conflits qu'on peut avoir intimes. Parce qu'il y a des conflits intimes. Vous voyez, vous me parlez de votre affaire, de votre histoire, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma clinique de psychanalyste, j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 ou 3 reprises des situations de mariage forcé de jeunes filles d'origine, en effet, de culture musulmane, qui avaient été mariées, qui étaient des filles qui faisaient des études et qui, pendant les vacances, avaient été mariées de force, enfin sans le vouloir, avec un cousin, etc. Bon, dans ce cas-là, ces filles-là, alors je pense à l'une en particulier, qui avait réussi par la suite, étonnamment grâce à l'aide de sa belle famille, à divorcer de son mari. C'était tout un chemin, mais ce qui était très frappant chez cette jeune femme, c'était le conflit intérieur entre le désir de ne pas blesser ses parents qu'elle aimait. C'est pas seulement qu'elle leur était soumise, mais elle les aimait, et le désir de ne pas se marier le refus de se marier avec ce garçon. Elle a petit à petit, ça a été très élevé comme prix psychique pour elle, mais elle a fait tout un trajet qui lui a permis ensuite de se séparer de cet homme et de retrouver, sans pour autant entrer en conflit avec sa famille. C'était extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire. Mais je veux dire, il y a aussi des conflits intérieurs qui font que, quelquefois, on fait plutôt tel type de choix plutôt que tel autre, quitte à se frustrer soi-même. C'est ça. Et j'imagine, Sabrina, entre le moment où vous mariez et le moment où vous commencez à vous affirmer, il y a eu ce travail psychique certainement en vous. Exactement, oui. Et après, à un moment donné, déjà à l'époque, quand je m'étais mise avec mon conjoint, j'avais une image de moi qui était complètement abîmée par mon enfance. Et après, avec le recul, après avoir fait un travail et à écouter vos émissions de qualité, j'ai compris et j'ai fait un cheminement sur moi. Et là, maintenant, je sais ce que je ne veux plus. Voilà. Et j'accepte par désir et plus par obligation, comme je l'ai toujours fait. Et au jour d'aujourd'hui, donc j'ai aussi une fille de 17 ans et je la pousse vraiment
à être dans ça, dans un désir, que plutôt dans un devoir. Dans un devoir, exactement. Brigitte, j'ai cherché le mot, je vous en remercie. Non, je vous en prie. Mais vous savez, ça, Sabrina, c'est aujourd'hui ces désirs-là que vous avez envie de satisfaire, et puis peut-être que dans 10 ans, ce sera d'autres désirs. C'est fluctuant, le désir. Oui, c'est fluctuant. Oui. Mais c'est important que vous puissiez apprendre cette liberté à votre fille, transmettre ça. Voilà. Oui. Eh ben, je le transmets grâce à vous, parce que moi j'ai eu le déclic en écoutant vos émissions, Brigitte. C'est pour ça que je suis vraiment, je vous dois énormément de choses, parce que je me sens femme. Vous savez, Sabrina, merci de cet hommage que vous me rendez, je le prends volontiers, mais c'est vous qui avez su entendre. Il faut toujours savoir que on a tous, à un moment de notre vie, des gens qui nous disent les choses, et puis parfois on les entend, parfois on les entend pas. Mais ça a fait résonance en vous, et vous en avez fait quelque chose. Oui, parce que vous avez aussi cet esprit de liberté de parole aussi, Brigitte. Vous savez, la façon dont vous exprimez, les différents intervenants que vous avez, avec la qualité de leur savoir, on n'en trouve pas à chaque coin de rue. Vous voyez, c'est souvent des praticiens qu'on trouve en payant une consultation sans savoir ce qu'on va avoir derrière. Et vous nous proposez ça sur une antenne libre, et rien que ça, c'est un cadeau que vous nous offrez. Ben vous m'offrez vos témoignages, donc on échange, c'est formidable. Mais c'est vrai que c'est important d'entendre des paroles, et on se construit grâce à ce enfin, je veux dire, l'humain se construit grâce au langage. Oui, bien sûr, et grâce on apprend les uns des autres, bien sûr. Absolument. On apprend. Et on est toujours capable d'apprendre. Oui, on est sur le chemin, et c'est infini. Merci beaucoup, Sabrina. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, mesdames. Au revoir. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve et on continue à parler vrai, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sabine Procoris, nous évoquons la question du consentement. Alors on a des femmes surtout, mais les hommes sont les bienvenus également. Vous pouvez vous aussi prendre la parole sur Sud Radio, bien sûr. Bonjour Marie. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour Sabine. Bonjour madame. Allez-y, on vous écoute Marie. Alors justement, je parlais avec Jordan donc du consentement, et j'évoquais donc le verbal et le non-verbal, qui pour moi est important. Alors je comprends qu'en couple c'est très compliqué de dire non et de ne pas avoir une relation sexuelle avec son mari. C'est très très difficile, parce que j'ai vécu ça aussi à l'époque. Néanmoins, aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de me séduire, alors que ce soit parce que je l'ai vu une fois ou deux, puis après texto, voilà, moi ça me fait plaisir de t'entendre, est-ce que toi ça te fait plaisir, bon, sauf que moi ça me fait rien, je veux dire, c'est une relation simplement professionnelle. Et j'ai rencontré cette personne qui s'est un peu trop rapprochée de moi. Et là, du coup, j'ai tendu mes bras et je lui ai dit, là, tu t'arrêtes, hein, c'est mon espace, tu dépasses pas mes bras, quoi. C'est là que je parle du verbal et du non-verbal, c'est-à-dire mettre une limite. Alors, il est certain que peut-être dans les échanges de SMS, vous avez un petit peu laissé la porte entrouverte. Absolument pas. Ou en tout cas, il a cru que vous la laissiez entrouverte. Parce que c'est toujours la même chose. On est tous, je veux dire, même moi, même Sabine Procoris, qui pourtant est psychanalyste, on est tous en train d'entendre ce que dit l'autre à travers notre prisme. Et oui. Et je crois que c'est vraiment important quand vous avez l'impression, enfin quand un homme vous dit est-ce que ça te fait plaisir de m'entendre, c'est évident qu'il est en train d'essayer de vous séduire. Bah oui. Oui, mais là dans donc ces cas-là, si vraiment ça vous intéresse pas, il faut tout de suite casser. Si vous êtes, enfin, vous voyez, c'est important quand même, parce que les hommes ont cette tendance à lancer des petites avances, et puis si on laisse la porte entrouverte, ils continuent. Hein. Et alors, plus ils ont avancé, plus c'est compliqué de leur dire non. Alors moi, il me semble bien, dans tous mes messages, je relisais ce que je répondais, parce que je ne laissais aucune faille, quoi. Je veux dire, là n'est pas la question, je t'ai bien expliqué ma situation, je ne cherche aucunement quelqu'un, je ne veux personne dans ma vie. C'était très clair, quoi. Néanmoins, quand on s'est rencontrés, il a quand même, parce que j'étais appuyée à un mur, il a quand même essayé de se rapprocher,
Et c'est là que j'ai dit, bon là stop quoi, on va s'arrêter là parce que je ne veux pas qu'il empiète sur... Oui, mais là vous me dites autre chose que ce que vous m'avez dit il y a 2 minutes, hein, Marie. Ah pardon. Donc, non, mais je ne sais pas. Hein, et puis, je crois que de toute façon, s'il vous plante contre un mur, c'est de toute façon un abus. On est d'accord. Non, là, c'est moi qui étais appuyé contre un mur. Donc, si vous voulez, il s'est approché de moi. Je n'ai pas pu reculer. Et c'est là que j'ai tendu mes bras en disant, là, c'est mon espace. Et là, il s'est arrêté. Reculé dessus. Oui, il m'a dit, oh, mais c'est bon, je ne vais pas t'embrasser. Mais j'y compte bien, oui, que tu ne m'embrasses pas. D'accord, oui, donc il vous a respecté, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Mais là où je voulais en venir, c'est par rapport, et ce qui est très compliqué, c'est le verbal et le non-verbal. Oui, mais là, votre témoignage montre bien à quel point, entre vous, il y a eu des malentendus. Oui, tout à fait. Non, après, c'est très, très compliqué lorsqu'on est marié, qu'on est en couple, de refuser à son conjoint une relation. C'est pas simple. Hein. Moi, j'ai le cas d'une copine à moi qui... si, ça devrait être simple. C'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple ? Parce que c'est très compliqué pour la plupart des couples de parler réellement de sexualité. Oui, il y a ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait d'une personne qui m'a raconté là, très très récemment que son compagnon était énervé, en colère et tout. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas ? Ouais, non, j'en ai marre, nanana. Bon, bref, il se met en rogne et tout. Et après, une demi-heure après, comme il s'en va, il va lui faire un câlin. Je lui ai dit, et elle répond. Elle se laisse faire le câlin. Et c'est là, en fait, comme elle dit rien, elle consent. On repart du consentement. Et là, tu aurais dû lui dire, enfin, j'ai pensé, que peut-être lui dire, bon écoute, là je peux pas pensez pas à sa place, Marie. Oui. Non, je dis peut-être que là, mais vous savez, il y a des personnes que ça peut exciter de faire l'amour après avoir été un petit peu en crise. Enfin, je crois que si vous voulez, Marie, je crois que ce qui est vraiment très compliqué, c'est que ce sont des zones très 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 complexes et que on peut réagir d'une certaine manière un jour, autrement l'autre jour. Oui. C'est idem pour notre partenaire. Donc vous imaginez bien la complexité de bien se comprendre, et parfois on croit qu'on s'est bien compris puis on découvre le lendemain ou 6 mois plus tard qu'en fait non, c'était pas comme ça que... Donc je crois que c'est vraiment très compliqué, mais c'est déjà compliqué d'être clair avec soi-même de toute façon. Oui, non mais déjà la base elle est là, mais c'est vrai que la personne me disait, je n'avais pas du tout envie de lui faire un câlin. C'est pour ça que je lui ai dit, mais peut-être tu aurais dû lui dire voilà, tu te mets en colère. Mais alors moi, je vais être exprès provocatrice, Marie, pour vous et pour tous ceux qui écoutent. Eh ben oui, on n'a pas toujours très envie de faire un câlin. Est-ce qu'on a toujours très envie de faire la cuisine ? Est-ce qu'on a toujours très envie d'aller faire les courses ? Est-ce qu'on a toujours très envie de sortir la poubelle ? Vous voyez, est-ce qu'on a toujours très envie de je ne sais quoi ? Vous voyez, est-ce que... Bon, après, je ne suis pas en train de dire que faire l'amour, c'est quelque chose d'anodin, mais c'est peut-être moins important que ce qu'on dit. C'est-à-dire, on en fait un peu une affaire d'État, hein. Oui, si vous voulez. Vous voyez, Marie, je crois, surtout quand on est avec son partenaire, qu'on a déjà fait l'amour je ne sais combien de fois, le faire une fois de plus ou une fois de moins, est-ce que c'est si important que ça ? Que ce soit raté ou réussi, est-ce que c'est si important que ça ? Vous voyez, je voudrais pas que cette histoire de consentement qui est actuellement beaucoup mis en avant fasse du sexe quelque chose d'essentiel, parce que là, je crois qu'on a déjà assez de problèmes de symptômes sexuels, on risque d'en avoir beaucoup plus. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis tout à fait d'accord. Il y a une espèce de sacralisation là absolue, quoi, qui fait que bon, je veux dire. En plus, là, j'entends bien ce que vous dites. Maintenant, votre amie vous dit ça. Vous voyez, c'est une série de. Je veux dire, on ne sait pas ce qu'elle. Elle n'est pas là en train de nous parler, votre amie, donc on n'en sait rien. Ouais. Et puis, ce qui se passe vraiment dans l'intimité d'un couple, dans une relation, dans la complexité d'une relation, qui peut en juger de l'extérieur ? Personne. Non, mais je comprends tout à fait. Après, le consentement... Il y a des ambiguïtés. Je veux dire, il y a des ambiguïtés. Je veux dire, si vraiment on n'a pas envie, on repousse.
Ouais. Mais si on n'a pas trop envie, mais en fait on ne sait pas trop, mais après tout pourquoi pas. Et puis en fait on peut avoir des très mauvaises raisons pour accepter quelque chose. Mais on est Après, ça ne responsable suffit des pas. raisons pour lesquelles on accepte même quelque chose qu'on ne désire pas. Je veux dire, il y a aussi la question de la responsabilité. Les femmes ne sont pas sous tutelle, c'est pas des êtres mineurs et dénués de capacité d'autonomie. Je veux dire, si une femme accepte quelque chose qu'elle n'a pas très envie d'accepter, c'est aussi sa responsabilité. Oui, puis il n'y a pas mort d'homme, quoi. Non, ni de femme. Ouais. Oui, ni de femme. Non, mais c'est important ce que vous dites, Sabine Procoris. C'est notre responsabilité. Je crois qu'il faut pas tout mélanger entre, voyez Marie, un rapport sexuel qu'on accepte alors qu'on n'en a pas vraiment envie, et puis on l'accepte, et puis un viol, c'est-à-dire un viol où on se défend, où on dit non, et vous voyez, parce que sinon on mélange tout, quoi. Oui, mais c'est pas étonnant qu'on mélange tout, parce qu'on est dans une espèce de représentation qui vient de MeToo, du continuum des violences sexistes et sexuelles, comme on dit, c'est-à-dire le fameux regard non consenti sur lequel je démarrais, ce qui est une pure absurdité, et le viol, c'est certainement pas c'est pas la même chose, mais c'est considéré comme étant en fait juste des degrés sur une même échelle qui démontrent l'intention prédatrice du mâle. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Oui. Oui, parce que le 90% des hommes, quand ils ont envie de faire l'amour, c'est parce qu'ils ont envie de nous et qu'ils nous désirent. Et puis ils aimeraient être désirés aussi, il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'ils ont envie de nous violer, et c'est pas parce que c'est des prédateurs en puissance. Tout à fait d'accord, oui. Donc vous voyez Marie, c'est très très complexe. Puis vous parliez du câlin, mais je veux dire, il y a la sexualité, mais il y a la tendresse aussi, il y a l'attachement, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'un couple, et puis il peut y avoir de la détestation, mais à ce moment-là, c'est une autre affaire. Il est mieux de se séparer, aujourd'hui on en est capable. C'est possible. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous évoquer les raisons qui rendent une relation difficile. Et puis on continue bien sûr à parler vrai sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va parler des raisons qui rendent une relation difficile, Sabine Procoris. D'abord, quand notre partenaire a des addictions, je crois que c'est vraiment important de savoir si ça serait supportable. Sinon, il vaut mieux éviter de trop s'engager, parce que les addictions, c'est du tiers. C'est quelque chose qui pèse parfois lourd dans la relation. Attention aussi aux personnes qui sont particulièrement colériques, parce que c'est rare que ce caractère change au fil de la relation, bien au contraire, notamment s'il est extrêmement jaloux. Si il y a encore soit l'ex, soit la belle-mère, soit je ne sais quoi qui est très présent dans sa vie, faites quand même aussi un peu attention, parce que vous risquez de vivre à trois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand il y a un grand dysfonctionnement sexuel, un grand symptôme sexuel, ça ne fonctionne pas très bien sexuellement entre vous, c'est pareil, il y a peu de chances que ça s'arrange au fil du temps, alors que souvent on a tendance à penser que ça va s'arranger. C'est pas vraiment le cas. Et puis si vous remarquez des incompatibilités essentielles, style l'un d'entre vous adore la campagne, l'autre adore sortir tous les soirs en ville, ça risque d'être un petit peu difficile de vivre ensemble. Moi j'appelle ça les fameux cartons rouges. Vous savez, le carton rouge, c'est-à-dire quelque chose qu'on vraiment ne supporte pas. Par exemple, si vous ne supportez vraiment pas les fumeurs, ou par exemple les poils de chat, ou je ne sais quoi, si la personne a ce genre, peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir à deux fois, parce que ce qui au départ est assez pénible, ça devient assez vite insupportable au fil de la relation. Oui, l'ennui, c'est que l'amour, ça se commande pas. Oui. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas son genre, comme disait. Certes, mais on peut. Bon, après, la raison peut à un moment donné un peu quand même nous faire analyser. Sûrement, certainement. Et puis après, oui, ça. Il y a aussi quelque chose qui est quand même fréquent chez les êtres humains et souvent chez les femmes, c'est l'idée qu'elles vont réussir à transformer l'autre. Ah, ça c'est vrai. Et cette espèce de fantasme de toute puissance qu'on va réussir parce qu'on est unique, parce que l'autre vous aime et parce qu'on l'aime et parce qu'on est irremplaçable. Transformer l'autre, ça c'est une grande illusion et qu'on va être le sauveur, par exemple dans un cas d'addiction, etc. Ça, je crois que c'est important d'arriver à renoncer à ses propres fantasmes de toute puissance, dans l'idée qu'on va transformer l'autre et le modeler en fait à sa propre vision du prince charmant. Voilà, bon, en tout cas je vous ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive évidemment. Bonjour Arnaud.
Alors, bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Merci Brigitte pour le résumé de ces différents profils. Oui. Alors, auxquels je pense ne pas correspondre. Donc du coup, je m'appelle Arnaud, 33 ans, à Toulouse, menuisier et guérisseur. Et donc du coup, moi... Vous êtes un bon parti, c'est ça? Pour parler du consentement, j'ai, je pense, une vision sur celle, par exemple, entre guillemets, d'une certaine forme de réticence, probablement, et je pense créée par cette espèce de mouvement féministe, donc du coup que je considère comme peut-être un peu trop extrême, dans le sens où ça va favoriser une crainte, une certaine résistance. Alors je dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais je dirais qu'elle complexifie, je dirais, le rapport à l'autre, où moi je me définis pas comme étant quelqu'un qui va... Vous n'êtes pas un prédateur. Ouais. Alors, je mets des guillemets parce que je pense aimer ça, cette forme de prédation, de ce côté animal, mais dans le respect. Et vous parliez tout à l'heure d'intelligence morale, et je pense que tout est là, en fait. Dans le consentement, je pense qu'on peut justement aller au paroxysme de ce que chacun a envie pour l'autre. Parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'on a cette envie de prédation, de spontanéité, de côté un peu sauvage qu'on aime bien préserver. Oui, non, mais Arnaud, qu'on se comprenne bien, que vous ayez ce fantasme de faire l'amour avec toutes les femmes qui vous plaisent, ça peut tout à fait s'entendre. Après, c'est si vous passez à l'acte que la question peut se poser. On est d'accord. Et je dirais même avant. Je dirais même avant, parce que même pour nous, les garçons, c'est compliqué d'aborder une fille sans avoir l'image du prédateur, entre guillemets. Après, bien sûr que... Peut-être que le mot prédateur est un peu fort et peut être mal interprété quand même, Arnaud. Hein. Connaissant certains garçons, je pense qu'il n'y a aucun problème à leur parler de prédateur, et je pense même voir certains comportements de filles qui ont cette peur de ce prédateur, et je pense qu'en plus c'est le cas, hein. Il y a vraiment... Oui, d'accord, mais je pense que vous allez me dire si vous êtes un prédateur ou pas. Je pense que la différence, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire que le prédateur, il se jette sur sa proie pour la consommer dans son plaisir à lui, et il se fout du plaisir de l'autre. Ouais. Un homme à peu près normal, il a une pulsion qui le fait désirer faire l'amour avec une femme, mais il a aussi envie qu'elle en ait envie et qu'elle ait du plaisir. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Je suis d'accord, et je pense que c'est la notion de respect qui différencie les deux. Je pense que à partir du moment où on prend une considération pour l'autre, oui. Forcément tout change. Forcément tout change dans l'approche et au final dans le stop et dans l'écoute en fait des besoins de l'autre. Si on voit que on dérange, etc. Donc on voit qu'on a une limite. Et je pense que ça, c'est important, non seulement chez les garçons, peut-être de plus l'assimiler, mais aussi peut-être chez les filles, ou de se dire que on n'est pas tous comme ça non plus, et que c'est compliqué aussi pour nous de passer. Mais vous allez absolument dans le sens de ce que disait Sabine Procoris au début. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs, et toutes les femmes ne sont pas des proies. Et c'est vrai que s'il était peut-être nécessaire, MeToo a été certainement nécessaire, parce qu'il y avait, on se rappelle de certaines réflexions qui ont parfois laissé croire que, puisqu'elle l'a bien cherché, etc., c'est des réflexions qui ne sont plus aujourd'hui entendables ni acceptables, mais elles étaient encore entendables et acceptables il y a 10 ans. Donc on voit bien que MeToo, il y a un avant et un après MeToo, et c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui on a quand même un petit peu vrillé, et c'est ça qu'on essaye dans cette émission aujourd'hui de démontrer. Ouais, mais non seulement je pense qu'en plus, selon les personnes qui appellent, il y avait toujours cette notion d'équilibre que vous cherchez à réadapter. Je pense qu'au final, c'est ça, tout est une question d'équilibre, où à partir du moment où le respect est commun, alors c'est ok. Et donc oui, mais le terme respect, déjà dans une relation sexuelle, il est parfois
un peu complexe. Je dirais peut-être accord, disons, un accord. Parce que je crois qu'en fait, vous ne parlez de rien d'autre que de la fougue amoureuse, c'est tout. Alors, bien sûr, donc... Et évidemment, il est préférable qu'elle soit partagée, si c'est plus intéressant. Mais donc c'est assez paradoxal. Donc voilà. Ensuite, dès que la première approche est lancée, donc forcément après qu'il y a un contact intime, etc. Donc voilà, moi je sais que j'aime ce côté spontanéité, un peu sauvage, un peu libre. Mais il me viendrait, ce serait bien mal agir selon moi de forcer l'autre et qu'il n'y ait pas de communication. Je pense que c'est même envisageable à partir du moment où il y a une bonne communication, où c'est OK pour les deux, et dans ce cas-là, réaliser ses fantasmes, même sans forcément qu'il y ait de communication préalable, mais que ça soit un commun accord, quoi. Oui, le terme accord peut-être. C'est l'accord qui convient, oui. 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 Mais est-ce qu'il doit être absolument formulé? Non. Vous voyez, on se comprend, je veux dire, comme quelqu'un parlait du langage non verbal tout à l'heure. Voilà, il y a des signes qui font qu'on s'accorde. C'est subtil, hein, c'est pas forcément immédiat, mais puis il y a des alchimies aussi qui font qu'entre deux personnes, ça peut être très fougueux ou pas. Voilà. C'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on aurait imaginé, peut-être, parfois. Oui. Parce qu'il se passe ça aussi, Arnaud. On commence une relation intime avec quelqu'un, on part sur un enthousiasme réciproque, et puis finalement, on est parfois un peu déçu. Parfois, c'est carrément l'extase. Enfin, vous voyez, c'est une alchimie en fait. Hein. C'est vrai. Un peu imprévisible, et qui suppose aussi une capacité de percevoir, enfin des sortes d'antennes dans le rapport à l'autre et à son propre corps. Oui, pour moi c'est tout à fait ça. Mais je pense que quand même c'est pas évident à partir du moment où il y a une mauvaise communication. Je pense que justement à favoriser la communication, mais sans forcément en parler pendant 2 heures, mais juste se dire que moi j'ai plutôt, par exemple personnellement, j'ai plutôt ce côté domination masculin fort, mais entre guillemets, pour moi, il est préférable de justement être à l'aise avec ça et de pouvoir le communiquer à mon partenaire et pouvoir lui dire moi j'ai plutôt tendance à agir comme ça. Est-ce que c'est OK pour toi? Et ensuite, mais ça peut être très léger, mais à partir du moment où on a commencé à apporter chacun sa tendance, au final, c'est beaucoup plus. Est-ce que ce besoin de communiquer dont vous parlez, et c'est très bien, hein, vous l'avez depuis que vous avez 20 ans, ou est-ce que c'est récent grâce Non, c'est assez récent. D'accord, donc c'est bien, bien depuis ce fameux terme de consentement que vous avez appris à mettre plus de mots avant les actes. Oui, parce que moi je pense être né dans une famille où on n'en parlait pas beaucoup, c'était assez tabou, et donc du coup c'est avec l'expérience que j'ai appris. C'est l'expérience surtout. Et je pense aussi le développement personnel quand même. Développement personnel où on apprend à être bien avec soi, avec soi-même, donc du coup avec sa sexualité, on apprend. Et donc du coup l'autre nous est important aussi, et donc je pense qu'il est il est tout aussi préférable, donc du coup de se connaître et au final de discuter avec l'autre si ça sera OK, etc. Et puis et voilà, mais je trouve que quand il y a cette notion de respect et d'intelligence morale, alors il y a peu de chances pour que le non-consentement ait lieu, quoi. Eh bien, merci Arnaud, merci d'avoir réagi. Au moins, on aura eu un homme qui aura pris la parole. On fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud. Notre.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabine Procoris est avec nous, philosophe, psychanalyste. Vous pouvez vous procurer le Mirage MeToo, c'est aux éditions du Cherche Midi. Vous comprendrez mieux les dangers justement de ce terme consentement, même si Garance qui est avec nous pense qu'il y a encore un bon chemin à faire en ce qui concerne le consentement. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Merci de témoigner. Allez-y. Alors voilà, oui, je trouve qu'il y a encore du chemin à faire, mais par rapport sans doute à une génération
qui n'avait pas l'idée même du consentement ou n'arrive pas à entendre cette notion de consentement. En 2 mots, alors que j'ai été agressée jeune, je suis donc très méfiante. J'ai du mal à accepter d'aller boire un café ou manger avec des collègues parce que voilà, ça s'est vraiment inscrit de façon très durable dans ma façon d'être. Et pour autant, j'ai dû aller dernièrement pour un soin chez un médecin que je connais et qui connaît toute ma famille et qui m'a proposé de boire un café dans son cabinet. Alors j'ai refusé plusieurs fois et puis il me propose un autre rendez-vous, mais toujours pour un soin, parce que c'était un soin, bon, je veux le dire, dentaire, donc ça demandait plusieurs séances. Et il me propose un matin à 8h moins le quart. Donc comme je travaille, j'accepte. À l'issue du soin, il me dit tiens, je t'offre un café. Donc je lui dis j'ai pas trop le temps, mais bon, allez, ok pour un café. Là, je me suis retrouvée à me faire peloter dans tous les sens et heureusement que le patient derrière est arrivé en avance et qui a sonné et voilà. Et pour autant, je vais avoir 50 ans, je suis méfiante, mais il y a des circonstances qui font qu'on ne s'y attend pas. Et malgré que vous puissiez vous positionner comme je suis pas intéressée, même si je suis séparée, je suis pas intéressée, il y a une génération qui ne veut pas entendre. Je pense qu'il y a encore du travail sur certains. Il y a certainement des très jeunes qui ne veulent pas entendre aussi. Hein. Oui. Je crois qu'il faut bien qu'on se comprenne, puisqu'on est en fin d'émission, ni moi ni Sabine Procoris ne sommes pour justifier quoi que ce soit quand un homme se comporte de cette manière-là. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Et là où je m'interroge, c'est que à la suite de ça, je suis partie en me disant mais là t'es passé encore à 2 doigts d'un truc et j'ai pris contact avec un autre dentiste et en une séance le soin était réglé. Alors qu'avec lui, ça prenait des séances et des séances. Donc, vous voyez, j'arrive même à me demander si la démarche n'était pas réfléchie depuis un moment. Donc, c'est possible. Après, on n'arrive pas à s'en sortir, de se dire, mais zut, du coup, j'ai choisi une femme. En me disant peut-être que ce sera plus simple. Enfin, voilà. Oui, de toute façon, qu'il y ait des... Alors, le problème, en plus, c'est que quand un homme a les mains baladeuses ou je ne sais quoi, de toute façon, il va le faire avec beaucoup de femmes, ce qui laisse à penser qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais le même homme va forcément abuser et aller trop loin avec plusieurs femmes. Donc, on peut penser que... C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais sur enfin, je veux dire, mettons pas tous les hommes dans le même sac, quoi. Je veux dire, c'est ça le risque, et c'est ça qu'a tendance à faire ce terme de consentement, à laisser croire aux femmes que de toute façon, dès qu'un homme les approche, elles peuvent se faire tripoter, vous voyez. Là, parce que on voit bien d'ailleurs, vous, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un dentiste, une dentiste. Oui, parce que je me dis, mais on est en position relativement de faiblesse, quoi. Au moment où vous êtes en soins dentaires, vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas réagir comme vous le voulez, quoi. Il y a une position de faiblesse liée aux soins en lui-même, quoi. Et voilà. Oui, vous avez vécu quelque chose qui visiblement vous a traumatisé et ça se comprend, Garance. Peut-être que dès la première fois, vous aviez ressenti un léger malaise et c'est peut-être ça qu'il faut écouter aussi. Alors, j'en suis certaine. Il est vrai que je pense... que ça vient s'inscrire dans mon histoire et que mon ressenti, je ne l'ai jamais écouté. C'est bien pour ça qu'il m'est arrivé tout ce qui a pu m'arriver de difficile et que cette fois encore, je me suis dit, mais non, tu te fais des idées là, c'est pas, tu te fais des idées. Bon, non, je crois qu'il faut que vous écoutiez plus votre... Vous savez, quand le corps dit non, hein, ce sentiment comme ça de malaise qu'on ressent dans son corps, c'est toujours à prendre au sérieux. Que ce soit, quelle que soit la situation d'ailleurs. Vous savez, on a une sorte comme ça d'instinct animal. Quand on n'est pas bien dans son corps face à quelqu'un, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre au sérieux.
Et peut-être que c'est ça qu'il faut que vous appreniez justement actuellement. Peut-être que faut aller vers des techniques comme la sophrologie. Il faut que vous arriviez à être plus en accord avec votre ressenti corporel. Alors, pour vous respecter justement. J'étais en plein travail avec une thérapeute et la vie est parfois très difficile. C'est que ma thérapeute vient de décéder, donc ça a été du lendemain. Il y a des choses qui sont difficiles quand on a entamé un travail avec quelqu'un qui s'arrête là aussi. Et voilà, je le partage avec vous en toute confiance. Donc je me dis, il va falloir que tu reprennes ce travail avec quelqu'un d'autre et je le continuerai, bien sûr. Et oui, mais ce travail, ce que vous avez fait avec cette thérapeute, c'est fait. Oui, c'est absolument. C'est pas parce que. C'est pas perdu. Voilà, c'est pas perdu. Vous allez repartir avec déjà une base qui a été faite. Tout à fait. Et peut-être que dans l'idée de consentement, ce que vous venez de dire sur le fait de s'écouter, elle est peut-être là la vraie notion de consentement, c'est-à-dire de s'écouter, d'être dans la capacité de se dire, mais là non, j'y vais pas parce que je le sens pas, et d'arriver à être certaine de son non, peut-être. Parce que j'entendais au début de l'émission, et j'ai trouvé ça très très intéressant, la différenciation entre une réflexion, un choix tout à fait volontaire, et puis le ressenti émotionnel qui parfois nous est trompeur. Mais effectivement, il y a des situations où ça s'impose à nous, et peut-être que si on apprend déjà à bien l'entendre, on sera plus en mesure de se positionner par rapport à ce consentement. Voilà. Oui, sûrement. Mais encore une fois, vous savez, Garance, alors je sais que j'ai la chance d'être très en relation avec mon corps et mes ressentis, mais je crois que quand on rencontre quelqu'un la première fois, il y a énormément de messages qui nous viennent et que si on rationalise, on ne peut pas les entendre. Oui, alors moi, dans le cas que je vous ai expliqué à l'instant, cette personne, ça fait plus de 25 ans que je le connais. Et en 25 ans, il n'y avait pas eu d'ambiguïté jusqu'à ce que je vienne à divorcer et qu'il l'apprenne. C'est comme s'il y avait, il n'y a plus de limite, là on peut y aller. Alors que pendant 25 ans, je n'ai pas eu de soucis. Donc là où c'est difficile, c'est justement ce basculement sur quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Oui, bien sûr. Mais vous le dites bien, il a changé un peu, il vous offre un café, il ne vous l'offrait pas avant. Donc, voyez bien que quelque part, vous aviez aussi des signes que c'est pas, encore une fois, vous n'êtes coupable de rien du tout, hein, Garance. Hein, je suis pas en train de vous, mais c'est les rapports humains, et les rapports humains sont très complexes. Et de temps en temps, oui, on n'a pas vu quelque chose, et puis on est obligé de réajuster le tir. Mais c'est aussi ça la vie, et on l'a dit tout à l'heure, hein, nos échecs, nos erreurs. Peut-être que cette expérience, qui est une expérience négative, elle va vous permettre d'en éviter une autre qui aurait été plus négative aussi. Allez savoir. Alors, déjà, je l'entends, et puis votre invité tout à l'heure a dit quelque chose qui, à chaque fois, me touche, c'est de dire que les hommes comme les femmes ne sont pas toujours conscients du désir qu'ils peuvent représenter pour les autres. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai jamais considéré que je pouvais être désirable. Rien n'a qu'à écouter votre voix, Garance, on peut être sûr que vous êtes désirable. Hein. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Mais voilà, mais quand on a grandi avec cette idée qu'on ne peut pas on n'est pas désirable, on ne s'imagine pas qu'on puisse faire comme ça l'objet d'un fantasme, d'un désir qui va être au-delà. Peut-être que quand on a cette impression de ne pas être désirable et qu'on en a souffert, peut-être que on envoie des signaux qui sont peut-être des signaux qui nous rendent désirables. Mais bon, c'est tellement complexe. En tout cas, merci Garance, merci de ce témoignage. Demain, nous serons avec Jean-Charles Bouchou en direct du Cap d'Agde. On fera 2 jours sur le libertinage. Évidemment, là, le désir, il est partout. Et puis, merci beaucoup Sabine Procoris. Merci de votre invitation. D'être venue nous éclairer avec, comme toujours, ces paroles particulièrement percutantes. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avis.